Pékin prend des contre-mesures efficaces en représailles aux politiques commerciales américaines. Les principales industries de Macao. Le sacre du printemps, réalisé par la chorégraphe chinoise de renom Yang Limping. La Chine adopte une loi sur la taxe sur les ressources naturelles. La Chine annonce 6 nouvelles zones pilotes de libre-échange. Beijing prévoit d'imposer de nouveaux droits de douane sur 75 milliards de dollars de produits américains, en représailles aux taxes douanières américaines sur 300 milliards de dollars de produits chinois. Selon les experts, l'actuelle guerre commerciale a déjà eu un impact considérable sur l'économie et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ils ont également souligné que les pratiques de Washington se retourneront contre ces industries et ses consommateurs. Et concernant la Chine, ses objectifs à venir sont de trouver des marchés alternatifs en vue de diversifier ses activités commerciales et promouvoir un développement de haute qualité. Concernant ces contre-mesures, la Chine a l'intention d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les produits américains comme le soja, le maïs et le coton. C'est un coup précis qui fait mal où il a été porté et qui aura un impact sur les actions américaines favorisant la guerre commerciale. L'impact a également provoqué des secousses sur la bourse et le marché du pétrole brut américain. Les contre-mesures de Pékin ont donc été très efficaces. La Chine est le troisième marché d'exportation des États-Unis en termes d'achat d'avions, de soja et de véhicules. Si ça n'était pas pour les contre-mesures chinoises, la Chine serait encore aujourd'hui le principal marché pour ces produits américains. Mais aujourd'hui, les États-Unis doivent assumer la responsabilité pour les conséquences. La Chine prépare une stratégie à long terme pour faire face aux défis futurs au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales. À court terme, la Chine devrait créer plusieurs canaux d'achat dans les plus brefs délais pour les produits qui doivent dépasser leurs limites en matière de technologie. Parallèlement, les pays devraient également promouvoir ses propres capacités. Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand vous pensez à Macao? Les délicieuses tartes portugaises aux œufs, les casinos ou les foules de touristes? Au cours des 20 dernières années, la ville a connu des changements spectaculaires. De gratte-ciel qui l'entoure à la croissance fulgurante de son économie. En 2018, le PIB par habitant atteignait 82,6 000 $. Il se situe au 3e rang mondial après le Luxembourg et la Suisse. Ceci s'explique notamment par le fait que Macao est la seule ville en Chine où les casinos sont légaux. Et grâce aux politiques de soutien et à la forte demande des Chinois de la partie continentale, il semblerait que les casinos de Macao ne perdront jamais de leur lustre. 264 milliards de yuans, environ 37,5 milliards de dollars. Il s'agit là d'une hausse de 14% en glissement annuel. Le revenu total en 2018 a atteint un record pendant 4 années consécutives après avoir été touché par la lutte contre la corruption et les contrôles monétaires plus stricts de la partie continentale. Selon les statistiques, en 2018, Macao a accueilli un total de 3,6 millions de touristes venant des 4 coins du monde, un record historique. Outre les jeux, Macao a d'autres secteurs industriels émergents. On y retrouve par exemple le tourisme, les expositions et la médecine chinoise qui sont en plein essor. L'économie s'est développée de manière pluraliste. Nous pouvons dire objectivement que Macao a connu de grandes réussites depuis son retour à la Chine. L'industrie touristique de Macao a connu une croissance rapide. En 2012, la ville a organisé son tout premier forum sur l'économie mondiale du tourisme. 3 ans plus tard, la ville signait un accord avec l'administration nationale du tourisme de Chine pour amener davantage de touristes continentaux et créer davantage d'opportunités. Macao a aussi activement participé à l'initiative Ceinture et Route, cherchant à coopérer et à collaborer avec les pays lusophones. Les revenus touristiques ont atteint un niveau record de 2,3 millions de dollars au 3e trimestre de 2018, suite à un creux historique en 2016. C'est un signe de la résilience de l'industrie et de la ville. C'est une danse du sacrifice et du renouveau. Le Sacre du Printemps est l'une des plus grandes œuvres musicales du XXe siècle et aussi l'une de celles qui ont été les plus enregistrées au sein du répertoire classique.
Festival international d'Édimbourg, la chinoise Yang Liping est venue pour la première fois présenter sa nouvelle interprétation de l'œuvre classique inspirée de la culture tibétaine. Dans cette production contemporaine, il y a beaucoup d'éléments de la culture ethnique chinoise. Notamment le bouddhisme tibétain et la culture tibétaine. Nous n'avons pas un recours au ballet, juste au langage corporel. Par exemple, Dara représente la libération des souffrances des hommes, la rédemption, le sacrifice et la renaissance. Ce spectacle d'une durée d'1 heure utilise la musique originale de Stravinsky avec une nouvelle partition du compositeur chinois He Sun-tien, influencée par la musique traditionnelle tibétaine. Cela fait 35 ans que j'habite Édimbourg et c'est le spectacle le plus formidable que j'ai jamais vu. Cela m'a touché à tous les niveaux. Tout était magnifique. La danse, la chorégraphie, la scène et la mise en scène. C'est époustouflant. La pièce a été coproduite par plusieurs festivals internationaux majeurs et devrait faire l'objet d'une tournée dans le monde entier. C'est une expérience magnifique de travailler avec la compagnie de danse Peacock et tous ses promoteurs du monde entier. C'est un hommage pour montrer à quel point Yang Liping est reconnue aujourd'hui. Elle est une figure majeure de la danse mondiale. C'est une coproduction avec Londres, Toronto et Melbourne et un vrai exemple de ce que peuvent faire ensemble des festivals et des promoteurs du monde entier pour créer une œuvre de grande importance. Yang Liping espère que la collaboration permettra au spectacle de faire son entrée sur la scène internationale et promouvoir la compréhension entre l'Orient et l'Occident. Le plus haut organe législatif chinois a adopté lundi une loi sur la taxe sur les ressources naturelles, laquelle entrera en vigueur le 1er septembre 2020. Les législateurs ont approuvé le projet de loi lors de la réunion de clôture d'une session bimestrielle de 5 jours du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. La nouvelle loi se base sur les réglementations provisoires sur la taxe sur les ressources naturelles et intègre des modifications portant sur 3 aspects principaux. Elle introduit des postes d'impôt unifiés, clarifie l'autorisation de déterminer les taux d'imposition et normalise les politiques de réduction et d'exonération d'impôts. Elle stipule également que la Chine commencera à percevoir des taxes sur les ressources en eau à titre d'essai. L'objectif principal de la perception d'une taxe sur les ressources en eau est de sensibiliser davantage les contribuables à la conservation de l'eau, de freiner la surexploitation des eaux souterraines et d'obliger les entreprises qui consomment beaucoup d'eau à économiser l'eau et à en améliorer l'utilisation, a déclaré Xu Guoqiao, un fonctionnaire du ministère des Finances. A dévoilé lundi un plan général portant sur la création de 6 nouvelles zones pilotes de libre-échange dans le cadre de la réforme et l'ouverture dans la nouvelle ère. Selon le plan publié par le Conseil des affaires d'État, les nouvelles zones pilotes de libre-échange seront situées dans les 6 régions provinciales du Shandong, du Jiangsu, du Guangxi, du Hebei, du Yunnan et du Heilongjiang. La mise en place de nouvelles zones pilotes de libre-échange est une décision majeure prise par le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État et une initiative stratégique visant à faire avancer la réforme et l'ouverture dans la nouvelle ère. Cela portera à 18 le nombre total de zones pilotes de libre-échange du pays, permettant de tester de nouveaux styles de gestion des investissements étrangers, de faciliter les échanges et de transformer des fonctions gouvernementales afin de mieux intégrer l'économie aux pratiques internationales.